Bonjour à tous. Eh bien, on commence la semaine avec deux femmes tout à l'heure. Docteur Carole Lomunako, bonjour. Bonjour. Et Florence Barthollet, bonjour. Bonjour. On va parler avec elle des évaluations, c'est bien ça, multidimensionnelles chez les personnes âgées. Et d'ailleurs, on a dans le cadre des demandes d'APA. Voilà. Et d'ailleurs, on a tout de suite après un débat sur les personnes âgées, justement. Ça s'appelle Bien vieillir, avec plusieurs personnes, plusieurs intervenants, puisqu'il y aura Mme Saint-Sauveur, Eliane Giogou de l'UNCAS, Francine Fleuret, directrice de la Maison de la Mutualité française, Daniela Patchan du Pôle Guadeloupe Autonome, et Ludmila Canouche, qui est coprésidente de Les Amis du Bien Vieillir. Et puis on va terminer avec notre chroniqueuse du lundi, je vais parler de Iman Sioudan. Sinon, l'actualité, c'est un contrôle boutique qui a eu samedi. Et à Goyave, on cherchait des armes, ils n'ont pas trouvé, mais ils ont trouvé beaucoup de gens avec des difficultés. Et donc, ça s'est globalement bien passé. On va en parler. Nouvel évêque à la rencontre des fidèles, il est arrivé, l'évêque Giogou, était très attendu. Il y a eu une grande messe à Bastère et il a rencontré aussi ses fidèles. Rencontre entre Nadège Sarr. Elle est auteure d'un livre qui s'appelle « C'est décidé, je rentre en Guadeloupe ». C'est une jeune qui raconte son expérience de retour au pays. Au moment où on dit que la population vieillit, que les jeunes s'en vont, eh justement, elle a osé revenir. Et puis on va terminer avec la visite du président du Souvenir français. C'était hommage à M. Mortonol. Voilà un petit peu le sommaire. Merci d'être avec nous jusqu'à 14h. Et je vous l'ai dit, on va parler avec docteur Lomunako. J'aime bien le nom. Et de Mme Florence Barthollet sur les évaluations multidimensionnelles chez la personne âgée dans le cadre de l'APA. Alors, petite précision déjà, redire un petit peu le cadre de l'APA, à quel moment l'APA intervient. Alors, je vais laisser parler Mme Barthollet pour la partie administrative. Alors, petite présentation, je suis Florence Barthollet, je suis chef du service APA au conseil départemental. Oui. Donc, alors, qu'est-ce que l'APA? L'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Oui. C'est une aide du conseil départemental pour permettre aux gens qui souhaitent rester vivre à leur domicile ou dans des structures style EHPAD de prendre en charge une partie ou la totalité des frais liés à leur perte d'autonomie. Et il y a quand même des conditions particulières. Oui, donc la condition principale, c'est d'avoir 60 ans et plus. Après, donc c'est à partir de 60 ans. 60 ans et plus, voilà. Oui. Il faut avoir une résidence stable. Oui. Pour les personnes qui sont étrangères, être en situation régulière sur le territoire et bien sûr être en perte d'autonomie. Oui. Et la perte d'autonomie, c'est le docteur Lomunako qui pourra rentrer. Alors, on va parler de la perte d'autonomie. Alors, souvent, cette perte d'autonomie est le résultat d'un accident ménager, quelquefois, pour beaucoup de personnes âgées. Accident dans la maison, jambes cassées, fémur, etc. On connaît ça. Mais autre part, il y a autre chose qui fait la perte de l'autonomie. Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas forcément suite à un événement de santé brutal. Ça peut être dans un contexte de maladie chronique, comorbidité, avec, à un moment donné, la personne âgée, elle bascule dans la dépendance parce qu'elle va avoir besoin d'aide pour ses activités corporelles qu'elle n'arrive plus à réaliser toute seule. Et là, on tombe dans la perte d'autonomie, effectivement. Oui. Donc, quand on est avec cette perte d'autonomie, il faut effectivement faire une demande d'APA. Et en fait, après, on va évaluer cette perte d'autonomie puisqu'il y a plusieurs niveaux de perte d'autonomie. Et selon le niveau, ce n'est pas la même aide qui va être apportée au niveau financier, au niveau montant. La question, la perte d'autonomie n'est pas une pathologie ou c'est une pathologie? Ah non, nous on n'évalue pas la pathologie, nous on évalue la perte d'autonomie qui peut être conséquente d'une pathologie, mais qui peut aussi s'être installée de manière insidieuse avec l'âge, pas forcément avec une pathologie bien déterminée. Oui. On peut avoir des personnes âgées qui ont une pathologie assez importante et qui ne basculent pas dans la perte d'autonomie pour autant. À l'inverse, on a des personnes âgées qui, il n'y a pas forcément une pathologie, mais elle va basculer dans la perte d'autonomie. Il y a d'autres personnes aussi, elles sont fragiles. Et il faut savoir que la fragilité, c'est réversible. Si on n'agit pas dessus, le moindre événement de santé, on va basculer dans la perte d'autonomie, en fait. Alors, j'ai envie de vous poser la question autrement. Est-ce qu'il y a des pathologies qui entraînent nécessairement une perte d'autonomie?
Alors, par exemple, s'il y a un accident vasculaire cérébral avec brutalement la personne, elle est hémiplégique, qu'elle ne récupère pas après les soins, la rééducation, elle peut. Il y a certaines personnes âgées qui récupèrent hein, malgré tout. Là, elle va forcément basculer dans la perte d'autonomie. Parce que elle va récupérer peut-être ou pas du tout son autonomie. Et là, effectivement, il va falloir qu'on puisse intervenir pour l'aider à accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. Par exemple, les pathologies, je ne vais pas dire les plus répandues, mais dont on parle souvent, Parkinson, Alzheimer, sont... Ouais. Alors oui, effectivement, donc la maladie d'Alzheimer, alors au tout début, on peut avoir des troubles cognitifs débutants avec un besoin d'aide, on va dire, plus pour les activités domestiques. Donc là, quand c'est uniquement les activités domestiques, c'est pas l'APA. On commence à avoir un besoin d'aide et dès qu'on bascule dans les aides nécessaires pour la réalisation des activités corporelles, là, on bascule dans l'APA. En fait. Mais c'est vrai qu'au début de la pathologie, il n'y a pas forcément cette perte d'autonomie flagrante. D'accord. Et vous, en tant que médecin, vous intervenez comment ? Alors moi, je suis le médecin de l'équipe médico-sociale. Donc une fois que les dossiers sont instruits au niveau administratif, puisqu'il faut qu'un dossier soit complet avec toutes les pièces nécessaires, j'ai un certificat médical qui va déjà m'indiquer, voilà, si la personne, et c'est très important, elle a cette pathologie Alzheimer, enfin avec une maladie neurodégénérative, parce que nous, c'est une indication importante, parce qu'on peut très bien aller un jour et la personne, elle va dire, ah mais moi je fais tout seul. Oui. Et si nous, on a cette pathologie sur le certificat médical, on va quand même en arrière-pensée se dire il faut vérifier qu'elles nous disent bien les choses, donc auprès de soit des professionnels, soit de la famille, qui vont nous dire peut-être, bah non, elle a dit ça, mais en réalité, elle ne fait pas ça. Voilà. Donc ça, voilà. Donc après, l'équipe médico-sociale, donc je suis le médecin, et il y a une équipe d'infirmiers qui sont répartis sur tout le département et les dépendances, et qui vont faire les évaluations à domicile. Donc l'évaluation, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà la perte d'autonomie, évaluer le degré de perte d'autonomie. Ça, c'est avec la grille Agir, qui est nationale, hein, tous les départements utilisent la même grille Agir. Donc, on va évaluer, il y a 17 activités à évaluer, savoir si la personne, elle est capable de la réaliser seule, pas du tout ou partiellement. Et par rapport à ça, la personne, elle va être dans un groupe de GIR, on appelle ça un groupe iso-ressources, c'est le GIR en fait, ça va déterminer son niveau de perte d'autonomie. Mais il n'y a pas que cette évaluation-là. Après, on va évaluer la personne dans son milieu où elle évolue au quotidien. Donc, il va y avoir l'habitat. On va essayer de voir si on peut faire des aménagements au niveau de l'habitat, l'aide à l'aménagement du cadre de vie. S'il y a un risque de chute, qu'elle est un petit peu toute seule, s'il faut conseiller la téléassistance. Si elle est vraiment isolée, s'il faut conseiller la garde itinérante de nuit, en dehors du plan d'aide APA, donc pour l'intervention, pour ses soins corporels. Donc l'APA, c'est le début du processus, on peut dire. Alors, l'APA, c'est-à-dire que quand ils vont faire l'évaluation, s'il y a eu une demande d'APA, mais la personne relève en fait de l'aide ménagère, parce qu'elle va être... Il y a 6 GIR. Les GIR 1, qui est la perte d'autonomie la plus importante, jusqu'au GIR 4, c'est les bénéficiaires de l'APA. Là, on va pouvoir proposer un plan d'aide APA. Les GIR 5 et GIR 6 relèvent de l'aide ménagère. Donc là, après, il faut qu'ils se rapprochent de la sécurité sociale ou de leur mutuelle, ou après, selon les revenus, ça peut être l'aide ménagère de droit commun du conseil départemental. Mais ce sont 2 prestations bien différentes, puisque l'aide ménagère va réaliser que des activités domestiques. En fait, elle va aider la personne à faire le ménage, à faire un petit peu le repas. À partir du moment où la personne elle a besoin d'aide pour sa toilette ou pour s'habiller, là, c'est l'APA. Justement, je me tourne vers Madame Berthollet. Puisque... Pardon ? Barthollet, pardon. C'est vrai. Il y a de plus en plus d'associations qui gèrent un petit peu cette partie. Alors, bon, je sais qu'il y a eu des petits scandales aussi dans ce domaine-là, des abus. Comment vous arrivez à mutualiser un petit peu cet APA avec le travail des assos ? Alors, il faut savoir que pour qu'une association puisse intervenir auprès d'un usager bénéficiant de l'APA, il faut qu'elle soit agréée. Donc, agréée par le conseil départemental. Donc, on a toute une liste d'associations agréées à la disposition et qu'on communique de toute façon aux usagers pour qu'ils puissent faire appel s'ils font le choix d'un prestataire. Parce que
une fois que vous avez votre plan d'aide, vous avez deux modalités. Soit vous passez par l'emploi direct, c'est-à-dire de recruter une personne de votre entourage, ou soit passer... Qui ne sont pas agréés par... Ah non, ça peut être l'enfant, ça peut être la cousine, c'est une personne de votre choix. Et là, on parle d'emploi direct. Oui. Voilà. Ou vous pouvez passer par une association, donc le fameux prestataire de services, et là, on vous fournit toute une liste, et c'est à l'usager de choisir Et dans ces cas-là, est-ce que c'est la collectivité qui rémunère l'association ou c'est le patient? Donc, alors, quand vous faites un plan d'aide, il faut savoir que les revenus sont pris en compte. Donc, on peut prendre en charge la totalité du plan d'aide ou une partie. Donc, quand un usager passe par un prestataire, on paye directement le prestataire, mais pour certains dossiers, il y a un taux de participation, et cette participation-là, c'est à l'usager de payer directement son prestataire. Et qui détermine les deux pourcentages? Alors, le pourcentage, en fait, est déterminé au moment de l'instruction du dossier en fonction des revenus, en fait, du foyer. Ce n'est pas que du demandeur, c'est le demandeur et son conjoint. Alors ça, c'est le premier niveau, c'est les travaux domestiques. Mais il y a aussi les infirmières dont parlait le docteur. Oui, mais en fait, les infirmières dont parlait le docteur... Pour les soins, je parle pour les soins, pas pour l'évaluation. Hein. Alors, en fait, nous, les infirmières du conseil départemental, elles vont évaluer au domicile. Et après, moi, je vois tous les dossiers avec elles. Oui. Mais s'il y a une infirmière qui intervient pour les soins, des soins quotidiens, toilettes, etc. Alors ça, c'est payé par la sécurité sociale. Au même titre, ça n'a rien à voir avec l'APA. Si, alors ça n'a rien à voir avec l'APA. Simplement, si par exemple, il y a l'infirmière qui fait déjà la toilette et qui assure l'hygiène de l'élimination, c'est vrai que nous, dans le plan d'aide, on ne va pas payer en doublant ce qui est déjà payé par la sécurité sociale, puisque c'est déjà réalisé par une infirmière libérale. Voilà, la différence, elle est là, en fait. C'est que nous, on va tenir compte de l'environnement professionnel qui intervient auprès de la personne. S'il y a l'infirmière qui fait les soins de nursing, on ne va pas payer des soins de nursing également, puisque c'est déjà payé par la sécurité sociale. Alors, compte tenu du taux de vieillissement de cette population dont on parle tous les jours, je vous disais tout à l'heure, on a un débat sur le bien vieillir, est-ce que les demandes sont de plus en plus nombreuses ou bien ça se calme? Vous avez tout à fait raison, c'est exactement ça. Il faut savoir qu'actuellement, on a environ 7500 bénéficiaires actifs. Donc, c'est 7500 personnes qui bénéficient déjà de l'APA. Et tous les mois, on a environ 900 nouveaux dossiers qu'on appelle, nous, première demande. Sans parler des révisions. Parce qu'en fait, le plan d'aide est défini à un moment présent. Sauf que le plan d'aide, il évolue avec, en fait, la perte d'autonomie. Donc, au cours des années, un usager peut demander une révision, une réévaluation de son plan d'aide. Donc, ça, c'est autant de demandes qui nécessitent une nouvelle évaluation à domicile. Ça veut dire que c'est un service qui est en train d'exploser. J'ose pas dire ça, mais enfin... On arrive pour l'instant, on arrive. Vous arrivez à... Oui, mais après, ce sont des choses que notre président et notre direction, ils sont conscients de tout ça. Donc, on attend des renforts dans les prochains mois. Alors, l'autre petit problème, au vu de ce que vous dites, c'est j'ai souvent entendu dire que les associations, même agréées, la compétence n'est pas toujours au niveau requis. Alors, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a... je ne sais pas si une évaluation ou comment ça se passe, parce que je ne vous dirai pas ce qu'on m'a dit avant de venir à l'émission, mais il y a des parents qui ne sont vraiment pas contents des prestations qui sont offertes par les prestataires agréés, je veux dire. Oui, alors c'est pour ça que c'est très important, et je le dis souvent aux gens quand je les ai au téléphone, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut nous le faire remonter. Parce que sans vous, on ne peut pas agir en fait. Le point de départ, c'est vraiment l'usager. À partir du moment qu'il se plaint d'une situation, il nous le fait savoir, et nous, on est en capacité et en mesure d'agir. Si on n'a pas de retour, malheureusement... Oui, donc il n'y a pas d'enquête à ce niveau-là. Non, il y a quand même des contrôles, sauf erreur de ma part, du service de tarification. Oui. Voilà. Ça arrive même de notre côté, au niveau du service, quand on reçoit une plainte de l'usager, on demande à ce que le service du contrôle de l'effectivité aille sur place pour mener une enquête. Non, on réagit quand même. Non, je vous dis ça pourquoi? Parce que quelquefois, bon, on ne fait pas quelquefois, de plus en plus, ces associations se créent. Bon, remplissent un certain nombre de données, mais j'ai envie de dire, comme on dit en latin, ex abrupto, je veux dire,
on crée un assaut pour servir des personnes âgées, mais le niveau de formation n'est pas toujours au niveau de la demande, quoi. C'est ça la question. Hein. C'est peut-être même pas exprès, mais enfin, j'écoute comme on m'a dit tout à l'heure, des gens qui sont payés pour 2 heures font une demi-heure, par exemple. On bricole la toilette ou le ménage, c'est vite fait, etc., etc., des choses comme ça. Non, mais ça je l'entends et c'est pour ça que je vais encore me répéter, mais quand ça arrive, il faut vraiment nous le signaler. Il faut nous le signaler pour que nous, on puisse agir. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent, les gens qui sont ce midi, qui ont un parent de plus de 60 ans, 70 ans ou 80, etc., et qui n'est pas encore pris en charge par l'APA? J'ai envie de leur dire qu'on est là pour eux, hein. On travaille au quotidien pour eux, donc ne pas hésiter. En plus, un petit scoop sur votre antenne. On a travaillé et on va lancer dans les prochains mois, voire prochaines semaines, le dossier unique. Le dossier? Le dossier unique. Oui, ça dit au moins de pas prescrit. Ça va faciliter la vie des usagers, puisqu'en fait, ils n'auront qu'un seul dossier à remplir et à l'aide d'un petit questionnaire, ils sauront directement s'ils doivent l'envoyer à la CGSS ou bien au service APA. Et ils verront aussi qu'on demande beaucoup moins de pièces, donc le dossier est beaucoup plus facile à remplir. Le dossier unique démarre quand? Alors, il est déjà lancé dans les autres départements. Nous, d'ici un mois, grand maximum, il sera téléchargeable sur le site du conseil départemental et également sur celui de la CGSS. Pas de numéro de contact pour... Alors oui, donc l'accueil du service APA, c'est le 05 90 99 79 97. Je peux également laisser une adresse mail, hein, c'est DPAPH. DA? D. Oui. P. P. A. P. H. Oui. Point APA @cg971.fr. Docteur, quand vous faites vos évaluations, c'est arrivé que vous refusez par exemple un dossier? Alors, le refus d'un dossier, c'est quand la personne n'est pas éligible à la part, parce que justement, elle a été évaluée GIR 5, GIR 6, donc elle relève de l'aide ménagère en fait. Oui. Voilà. Alors, comme elle disait, l'avantage du dossier unique, c'est qu'il y aura une orientation dès le départ, plus ou moins, soit aide ménagère, soit part en fait, puisqu'il y aura le petit questionnaire qui va orienter, est-ce que vous relevez de l'aide ménagère, enfin ça va orienter vers l'aide ménagère, ou si la personne va effectivement relever de l'APA. Donc elle va pouvoir s'orienter vers la bonne prestation en fait. Et quand nous actuellement on fait un rejet, c'est parce qu'elle n'est pas éligible à l'APA. Sinon on ne fait pas de rejet quand la personne elle... Donc la question, je vais la reposer à Madame Barthollet. En ce qui concerne les personnes qui sont étrangères à la Guadeloupe, c'est-à-dire qui n'ont pas la nationalité guadeloupéenne, qui sont caribéennes, etc. Qu'est-ce qui se passe? Ils peuvent également faire la demande d'APA. Il suffit juste qu'ils soient en situation régulière. Oui. Voilà. Ah, d'accord. C'est tout. Bon. Mais sinon, leur demande sera traitée comme n'importe quel concitoyen. D'accord. Bon, on a bien compris. Peut-être un dernier mot, docteur, peut-être, non? Écoutez, comme ma collègue, il ne faut pas hésiter. Si vous avez un besoin par rapport à votre perte d'autonomie qui concerne effectivement les activités corporelles, il faut faire une demande d'APA. Bien. On vous remercie d'être venu. Merci à vous. On revient à l'actualité et à ce contrôle routier qui a eu lieu pendant ce week-end. Au reportage d'Olivier Félix, on regarde. On a quand même une prolifération, une forte circulation d'armes sur la Guadeloupe aujourd'hui, avec un usage assez conséquent, hein, parce qu'on avait quand même eu quelques homicides depuis le début de l'année. Et être présent, pouvoir dire avec le procureur ou avec le directeur de cabinet du préfet qui était présent tout à l'heure, pouvoir aussi expliquer aux gens pourquoi on fait ça, parce que les gens s'interrogent aussi, donc on leur explique pourquoi on fait ce genre de contrôle qui est amené à se reproduire régulièrement dans les semaines à venir encore. La présence du procureur de la République sur un contrôle de cette nature qui vise essentiellement à matérialiser un peu plus encore la lutte que les autorités administratives et judiciaires veulent mener contre la circulation des armes, oui, c'est important que le procureur soit là. Après, cette opération, c'est une opération qui se mène ce soir, mais il y en aura d'autres, bien évidemment, dans les jours et les semaines à venir. C'est, on va dire, un premier épisode parmi d'autres qui arriveront. Sur ce dispositif, une trentaine de personnel de l'escadron départemental de sécurité routière, de la compagnie de Saint-Claude et des gendarmes mobiles, des détachements de surveillance et d'intervention des deux escadrons sur la Guadeloupe.
on n'est pas surpris des armes qu'on trouve dans les véhicules, mais comme on sait qu'il y a des armes qui circulent et que les armes sont présentes dans la délinquance générale, effectivement, on sait qu'il y a des armes qui circulent, d'où la nécessité de ce genre de contrôle, parce que les armes, elles circulent par la voie routière. Voilà. On est à une dizaine à peu près de personnes entre l'alcoolémie et le stupéfiant, conduite sous stupéfiant. Pour l'instant, on n'a pas eu de saisie d'armes dans les voitures. Plusieurs voitures sont fouillées. Hein. Vous avez vu, il y a un chien Sambi qui est spécialisé pour les armes et les munitions. Et pour l'instant, on n'en a pas eu, mais c'est alcool et stupéfiants essentiellement. Pas spécialement surpris. Effectivement, les résultats sont plutôt conformes malheureusement à ce qu'on a habituellement sur ce genre de contrôle. Hein. C'est-à-dire beaucoup de personnes en état d'alcoolémie au volant. Quelques-unes qui conduisent sous stupéfiants et quelques saisies de produits stupéfiants, effectivement. Contrôle qui a eu lieu à Goya. Voilà, on prend la première pause de ce ZCL News. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième séquence. On sera donc dans ce débat, je vous l'ai dit, sur le bien vieillir en Guadeloupe avec des spécialistes, des gens qui expliqueront un petit peu comment, dans les années à venir et déjà dès maintenant, il faut prendre soin des personnes âgées. À tout de suite. Voilà, c'est la deuxième séquence du ZCL News aujourd'hui. Je vous l'ai dit, il y aura un débat que propose Madame Saint-Sauveur. C'est son troisième épisode. Bonjour. C'est le dernier ou c'est l'avant-dernier? Ça dépendra de ZCL News. Il y aura encore d'autres. Bon, alors, elle n'est pas seule. Elle est avec Madame Francine Fleurette, directrice de la Mutualité française. Bonjour. Bonjour. Avec Daniela Patchan, qui est adjointe au directeur de la APF Pôle Guadeloupe Autonomie. Bonjour. Avec aussi Ludmila Canouche, qui est coprésidente des Amis du Bien Vieillir. Bonjour. Et aussi avec Madame Eliane Guiogou, qui est présidente de l'UDCAS. Bien, alors, comme un Guiogou ne peut pas cacher un autre, on va faire tout de suite un reportage sur l'arrivée du nouvel évêque à la rencontre de ses fidèles. C'est parti. De l'autonomie que l'UNIOPS a rendu public il y a quelques jours. Ce plaidoyer, c'est son originalité dans le débat actuel et de vouloir prendre d'un seul tenant, d'une seule voix, les questions de perte et de manque d'autonomie, qu'il s'agisse des questions liées au C'est un rassemblement sur l'Esprit Saint, comment cet Esprit Saint permet aussi une vie intérieure. Voilà, la communauté charismatique qui se retrouve, qui se rassemble. Je crois qu'il y a à peu près 800 personnes rassemblées de toute la Guadeloupe. Et donc j'ai profité, puisque c'était aussi dans le programme, de dire que c'est une belle occasion de rencontrer toutes ces personnes réunies. C'est le Seigneur qui nous rassemble, c'est le Seigneur qui nous ramène ici. Donc je voulais aussi vivre ce petit temps avec eux. On a fait un rassemblement grand groupe pour le peuple, pour réunir le peuple, leur donner déjà un avant-goût du congrès futur, parce que le congrès va avoir lieu le 1er, le 2 juillet au Palais des Sports du Gosier. Alors donc, aujourd'hui, c'est déjà les prémices et le peuple est heureux, d'autant plus qu'ils ont eu la grâce d'accueillir le nouvel évêque. C'est un sentiment de joie puisque ce matin, j'ai célébré à la cathédrale à la messe de 6h30. Donc moi, ça me fait aussi en 2 jours beaucoup de choses donc, qui s'accumulent, mais de belles choses. Donc à la cathédrale avec ce chant « Le Christ est vivant », voilà, qui nous a portés. Et bien encore ici, de se dire aussi, nous sommes dans l'élan de Pâques. Donc c'est beaucoup de joie, beaucoup d'émotions et surtout la joie de voir que le peuple est content, heureux d'avoir un pasteur, un nouveau pasteur pour son diocèse. Voilà. Bien, on aura l'occasion d'en reparler, mais pour l'heure, on va venir à la réforme du grand âge, puisque il y a eu des travaux du Conseil national en France de la refondation du bien vieillir. C'est la raison pour laquelle Madame Marie-Chantal Saint-Sauveur, je le disais tout à l'heure, qui a déjà proposé au moins 2 débats, donc c'est le 3e sur la question du bien vieillir en Guadeloupe. Cette fois-ci, c'est la réforme du grand âge. Alors, Madame Saint-Sauveur, nous allons un petit peu contextualiser ce débat, puisqu'il y a des personnes que je ne connais pas, enfin, 1 ou 2 exceptions près, savoir un peu pourquoi elles sont là. Alors, moi, j'ai proposé cette thématique parce que c'est l'actualité. Hein. Nous sommes, les travaux sur le bien vieillir viennent de se terminer. L'UNCAS a été l'une des premières organisations à publier sa position, son positionnement. Donc,
c'était pour nous l'opportunité de demander à notre représentante locale de l'UNCAS de venir nous en parler de ces travaux auxquels l'UNCAS a participé. Et pour l'accompagnement, j'ai proposé à ZCL News des acteurs incontournables sur la question du bien vieillir, la Mutualité française, le pôle territorial de coopération économique, APF pour l'autonomie Guadeloupe, parce que la question du vieillissement et de l'handicap, ces deux questions-là sont liées et c'était l'occasion d'entendre ceux qui œuvrent pour le handicap en Guadeloupe. D'accord. Alors tout à l'heure, je viens de recevoir des gens de l'APA, vous avez dû entendre ça, et la responsable de l'APA me disait que de toute manière, en Guadeloupe, le vieillissement est pratiquement incontournable. De l'autre côté, beaucoup de nos jeunes quittent la Guadeloupe aussi pour d'autres raisons sur lesquelles on ne va pas revenir aujourd'hui. Donc, il s'agit aujourd'hui de trouver une possibilité pour que nos personnes âgées vivent au mieux possible. C'est bien ça, oui. le deal. Oui, mais surtout emmener à la sensibilisation du plus grand nombre, oui, à la mobilisation de tous, parce que nous sommes tous concernés. Oui. Moi, avant de venir là, ce matin, ce midi pour le débat, j'étais aux côtés d'une personne âgée, une voisine de plus de 80 ans. Elle était partie depuis ce matin à la sécurité sociale. On voit que tout est lié. Hein. À travers cette histoire-là, vous verrez que tout est lié. Nous qui sommes là, nous le savons, peut-être pas tous. Elle est partie ce matin à la sécurité sociale pour le renouvellement de sa complémentaire santé. C'est une démarche qui peut être faite en ligne. Mais elle y est allée accompagnée de quelqu'un à la sécu. Elle revient vers 11h. Elle doit faire face aux dégâts laissés par un voleur qui est passé entre-temps chez elle. Donc la question de la sécurité, la question du numérique, la question de la santé, mais tout du déplacement même. Du déplacement, de la mobilité, de l'aménagement du territoire, tout est lié. Oui. Ce sont les raisons qui font que nous sommes là ce midi pour parler de la problématique du vieillissement, de ce que cette réforme peut nous apporter, ce sur lequel nous devons essayer d'obtenir des résultats pour que nous puissions répondre aux enjeux de la meilleure des façons. Alors, je vais demander à Ludmilla de nous dire un petit peu ce que c'est que le PTCE et quelles sont ses missions dans le cadre de cette réforme. Alors, le PTCE, les Amis du Bien Vieillir, donc PTCE, pôle territorial de coopération économique, se veut en fait la tête de proue de la silver economy sur notre département. C'est une filière qui n'est pas encore très organisée et en même temps, la silver economy, pour ceux qui ne connaissent pas le mot, on parle de personnes âgées, des plus de 60 ans, de nos seniors. Et en fait, cette filière n'est pas encore très bien structurée. Il y a encore beaucoup de domaines qui ne sont pas encore explorés sur notre département et qui devront être développés forcément pour améliorer le quotidien. Et dans l'idée du PTCE, c'est bien ça, c'est améliorer la qualité de vie de nos seniors. Donc c'est notre but, essayer de faire un maillage de cette filière économique qui sera forcément porteuse pour notre département. Alors, dans la silver economy, qu'est-ce qui fonctionne? On ne va pas s'arrêter aux ce qui ne fonctionne pas, on va voir ce qui fonctionne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fonctionne? Bien, vous avez dit qu'il y a des choses qui ne sont pas encore opérationnelles. Là, quand on parle de silver economy, on parle d'une cible, on va dire, les personnes âgées, et donc c'est très transversal. On va parler du logement, on va parler de rénovation, on va parler de mobilité, le déplacement, le transport, ce qui n'est pas organisé chez nous, par exemple. Oui. On va parler de santé, de prévention de chute. C'est transversal, en fait. Oui. Donc, à partir de 60 ans, il y a des choses à mettre en place. Et pour mieux vieillir chez soi... Qui ne le sont pas encore On n'y est pas encore. Je pense qu'on devrait aussi regarder un petit peu la Martinique. Ils ont un petit peu d'avance sur nous, je pense aussi. Il y a déjà des choses qui se développent, comme la colocation de personnes âgées. C'est des choses, il faudrait les regarder attentivement à ce qui se passe en Martinique. D'accord. Alors, Madame Patchan, sur l'APF, qu'est-ce que vous pouvez dire pour présenter un petit peu cette structure? Alors oui, donc moi je suis adjointe de direction à l'APF Pôle Guadeloupe Autonomie, qui était connue avant sous le nom AGSPH, Association Guadeloupéenne de soutien aux personnes en situation de handicap, et nous sommes présents depuis une vingtaine d'années sur le territoire pour favoriser le maintien à domicile des personnes en perte d'autonomie, donc que ce soit des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. Et l'idée, c'est vraiment de respecter le choix de vie de la personne. Qui ne veut pas aller en EHPAD, par exemple? Qui ne veut pas aller en EHPAD ou qui n'a pas la possibilité d'y aller. Il n'y a pas les moyens, parce qu'il n'y a pas les moyens, il y a le nombre de places aussi. Donc
donc favoriser le maintien à domicile de ces personnes en toute sécurité. Donc, que ce soit par l'accompagnement aux aides techniques adaptées ou à l'aménagement du logement, parce qu'il faut savoir que les logements ne sont pas toujours adaptés aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées. Donc, nous avons plusieurs services et dispositifs qui interviennent pour accompagner ces personnes sur l'ensemble du territoire. Et puis, nous faisons aussi de la prévention, parce que c'est aussi accompagner les personnes vieillissantes, hein, donc faire de la sensibilisation et de la prévention et voir au niveau des acteurs aussi comment intervenir sur le territoire. Parce que Madame Saint-Sauveur vient de donner un exemple concret d'une personne qui a subi un vol en son absence. Alors, au niveau de la sécurité, il y a des éléments qui sont mis en place. Il y a des choses qui peuvent exister comme de la téléassistance ou alors voir pour mettre en place aussi des aides à domicile avec la personne. Donc, il y a pas mal de choses qui existent. Vous venez de parler au niveau de l'APA aussi. Nous aussi, on intervient sur tout ce qui est accès aux droits. Donc, comment aider ces personnes-là au niveau de leurs ressources, au niveau des démarches, parce que maintenant, tout est dématérialisé. Les personnes âgées ne savent pas toujours comment faire les démarches. Donc voilà, on intervient sur l'ensemble de ces missions. Je continue mon tour de table. Madame Guiogou, c'est au mois de janvier, j'ai vu un grand patron des UNCAS qui est venu ici. Il a fait un beau discours, mais concrètement, qu'est-ce que ça a donné? Bonjour donc aux auditeurs. Un grand patron de l'UNCAS qui est venu en Guadeloupe, je dirais le président de l'Union nationale des CCS, effectivement, qui a fait le tour de la Guadeloupe concernant la position et le positionnement des CCAS en Outre-mer, notamment chez nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Union nationale des CCAS, dont je suis la vice-présidente, s'est positionnée déjà depuis 2017 concernant le bien vieillir, concernant la réforme. Cette réforme, nous voulions en 2017 porter une loi, être contributeur de cette loi avec Brigitte Bourguignon. C'est ainsi que nous avons mis en place le livre blanc de l'autonomie. Maintenant, ça n'a pas été retenu, mais nous continuons quand même à mener le combat. Et depuis 2021, effectivement, avec le CNR, le Conseil national de refondation bien vieillir, l'Union nationale des CCAS a pris sa place et a apporté ses contributions concernant le bien vieillir, aussi bien pour l'outre-mer que pour la métropole. Sur la réforme du grand âge, par exemple? Alors, sur la réforme du grand âge, nous avons porté un certain nombre de contributions, notamment sur l'optimisation des services, par exemple. Nous avons aussi demandé à ce qu'il y ait un regroupement des établissements médicaux, puisque les CCAS et l'Union nationale des CCAS, c'est aussi une association de maires. Hein. Donc, pour nous, l'objectif principal, c'est le maintien, l'isolement, la santé. Nous avons des défis que nous devons pouvoir répertorier et défendre sur le territoire. Donc, c'est le rôle de l'Union nationale des CCAS en tout ce qui concerne l'accompagnement social, le maintien, les EHPAD. Nous avons des CCAS, plus de 700 CCAS qui gèrent des EHPAD. En Guadeloupe, qu'un seul. Mais en métropole, il y a plus de 700 communes qui gèrent des CCAS, qui gèrent des résidences d'autonomie, qui gèrent des maisons de santé et autres. Et c'est vrai que plus que jamais, ce dispositif, cette question est une question essentielle pour les maires, puisque nous sommes garants aussi du bien vieillir, nous sommes garants de l'aménagement du territoire, nous sommes garants d'un certain nombre de dispositifs qui font qu'aujourd'hui, l'Union nationale des CCAS a toute sa place. Alors, c'est la dernière question sur ce point-là. Alors, vous êtes responsable du CCAS des abîmes, mais il y a une union départementale de l'ensemble des CCAS, j'ai envie de dire, elle est presque muette. C'est vous qui le dites? Non, je pose la question. C'est vous qui le dites, j'entends, vous le dites, vous dites qu'elle est muette. Moi, je ne dirais pas cela du tout, puisque en janvier, c'est l'Union départementale qui a initié la visite du président. Hein, oui, mais j'ai entendu pour la visite, mais après la visite, nous avons... nous avons mis en place le congrès des Outre-mer où nous allons sortir des pistes de travail pour pouvoir développer des actions sur le territoire. Nous avons mis en place des actions avec les compagnons bâtisseurs où nous allons signer une convention. Nous allons signer une convention avec la Fédération des centres sociaux, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de centres sociaux et des établissements de vie sociale sont sur le territoire de la Guadeloupe. Nous allons signer une charte de collaboration. Peut-être que nous sommes un peu timides, on ne nous entend pas, mais nous travaillons. Bon, on verra ça dans l'avenir. Alors, je me tourne vers Mme Fleurette, qui est directrice de la mutualité française. C'est vrai que pour les personnes âgées, mais pas que, la mutualité, elle est indispensable. Alors, c'est vrai qu'au niveau de notre union régionale en Guadeloupe, nous développons beaucoup de dispositifs et d'actions en faveur du public des personnes âgées, à la fois pour le compte
de la conférence des financeurs en répondant aux appels à projets, comme pour ceux de la CGSS. Et nous travaillons sur tous ces éléments qui permettent à la fois de réduire l'éloignement des personnes par rapport aux informations, leur apportant des informations sur l'accès aux droits, sur la santé des aidants, mais aussi en étant dans le concret sur l'accompagnement de l'outil de conduite pour les personnes âgées avec un partenaire. Nous sillonnons la Guadeloupe pour leur permettre d'avoir de nouvelles informations sur la sécurité routière. Donc nous sommes présents, en tout cas sur différents champs liés au grand âge. Alors, je reviens vers vous, Madame Saint-Sauveur. Cette réforme du grand âge, est-ce que vous avez le sentiment que ça va être du concret? Parce que j'entends beaucoup, j'entends beaucoup de blabla, mais concrètement, je ne vois pas réellement ce qui se fait pour les personnes âgées, d'autant plus que, on l'a dit, on le répète tous les jours, que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, etc., la Guadeloupe sera le pays le plus vieux du monde, etc. Alors, concrètement, qu'est-ce que la CNR, ce Conseil national, va porter sur cette réforme va porter? Alors, c'est sûr que le gouvernement va nous proposer un cadre qui ne sera peut-être pas suffisant. Voilà, à nous de nous battre. Nous avons des élus pour, nous avons des représentants pour. Si la population est derrière, parce que la population elle est concernée, que ce soit directement ou parce qu'en son sein, il y a des membres de la famille qui sont concernés par le vieillissement. Il va falloir se battre de toute façon. Moi, quand j'ai regardé les 4 axes qui sont proposés par ce Conseil national, pour l'instant, les thématiques sont là, mais bon, les cités comme cela, on a l'impression que c'est tellement vague. Derrière, il s'agit d'aller chercher les moyens. Oui. Et pour les savoir, il faut se battre. Nous avons deux députés qui ont travaillé avec Jérôme Gage sur une proposition de loi qui est fort intéressante. Oui. Elle est dense, une proposition qui, de mon point de vue, comprend tous les aspects des besoins que nous aurons à satisfaire face à ces enjeux. Peut-être que nos 2 députés pourraient être invités prochainement pour les inviter à dire de quelle manière ils s'engageront pour que cette loi, elle soit... voilà. Vous êtes optimiste, quoi? Pourquoi pas? Ils ont travaillé à la proposition de loi et derrière, il y a les autres élus. Oui. C'est sûr que c'est ensemble que nous y parviendrons. Ce ne seront pas les maires seuls, ce ne seront pas les conseillers départementaux seuls, ce ne seront pas les conseillers régionaux seuls, ce ne seront pas les CECAS seuls, ce ne sera pas l'UNCAS seul. Les CECAS font du travail. Oui, mais il s'agit d'aller chercher des moyens parce que, par exemple, quand on met repérer l'isolement social et mieux prévenir la perte d'autonomie, c'est quoi mieux prévenir? Il faut plus d'argent. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, des moyens concrets. Voilà, il faut se battre pour aller chercher cet argent-là. Ce sont nos députés, nos différents représentants, mais ensemble, qui pourraient nous permettre d'obtenir ces moyens-là. Mieux accompagner la question des aidants. Oui, il faut de l'argent. Oui. Mais il faut de l'argent. Enfin, il y a comme des choses qui se font au niveau national qui vont permettre de fournir la loi. On a sur le cadre de la Fédération nationale de la mutualité française, la FNMF, avec la Croix-Rouge, avec un hôpital du nord de la France, ils ont mis en place un dispositif ressources d'accompagnement à domicile. C'est une expérimentation en France, mais en Guadeloupe. Tous les départements. Mais on y arrivera. Vous savez, on n'a pas toujours le seuil de rentabilité nécessaire pour un certain nombre d'expérimentations. C'est une expérimentation qui s'est passée, qui est en cours d'ailleurs, sur un article 51, où il fallait quand même avoir un SIAD, un hôpital, un EHPAD, un certain nombre de services d'accompagnement qui aient l'habitude de travailler ensemble. Ce qui est le cas des services et d'accompagnement mutualistes. Ils sont en train de dire voilà ce que nous avons mis en place pour cet accompagnement des personnes âgées. Voilà ce que nous avons mis en place pour accompagner le maintien à domicile. Cet article 51, ce dispositif d'accompagnement au domicile sera expérimenté, sera évalué et on pourra dire au bout de 3 ans, voilà ce qu'il en ressort. Déjà dans le projet de loi de la sécurité sociale de 2022, un certain nombre d'éléments liés aux évaluations de ce qu'a mis en place la FNMF était déjà dans la loi de 2022 avec les pôles ressources pour permettre aux EHPAD de pouvoir avoir un certain nombre d'infrastructures, d'ingénierie à mettre de bonnes pratiques au service du domicile. Puisque
on a beau dire, les personnes âgées sont au domicile, elles sont chez elles, elles ne sont pas en institution, et en tout cas, elles ne veulent pas y aller. Et encore moins chez nous. C'est ça. Oui, Et encore moins chez nous. Oui, Il faut des moyens. Oui, je pose la question, est-ce qu'il y a ou pas urgence? Oui, bien sûr qu'il y a. Clairement. Oui. Clairement, Il y a urgence dans la mesure où, qu'on le veuille ou pas, dans quelques années, nous serons confrontés à cette situation. Oui. Donc il y a nécessité de se préparer. C'est la raison pour laquelle nous sommes tous là, pour pouvoir apporter notre contribution, pour qu'on puisse au moins nous entendre. Oui. Parce que nous voulons tous qui sommes là une loi, sauf qu'aujourd'hui on parle de réforme, on ne parle plus de loi. Oui. Alors maintenant, il faudrait que nous puissions nous faire entendre par nos moyens, par nos institutions. C'est ce qu'a fait l'Union nationale, c'est ce qu'a fait l'URIOP, c'est ce qu'a fait un peu toutes les personnes qui s'occupent de ce dossier du bien vieillir pour pouvoir porter leur contribution, porter ça aux élus à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour défendre véritablement ce problème du bien vieillir qui pose problème peut-être un peu plus crucial au niveau de l'outre-mer, puisque nos territoires sont spécifiques par rapport au territoire national. Quand je vois par exemple Mayotte ou quand je vois La Réunion, les problématiques sont encore plus prégnantes que nous en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, il est nécessaire pour nous de porter nos contributions aux élus pour qu'ils puissent défendre par rapport à nos compétences, par rapport à nos connaissances, pour pouvoir défendre un certain nombre de dossiers. Et c'est ce qu'a fait l'Union nationale des CCAS dans le cadre du CNR et dans le cadre du Livre blanc. Nous avons porté notre contribution. Quelques pistes ont été retenues, beaucoup n'ont pas été retenues. Oui. Mais nous avons quand même porté notre contribution. Et je remercie beaucoup Mme Saint-Sauveur pour le travail qu'elle fait et ce débat qu'elle a instauré sur le territoire de la Guadeloupe. Moi, j'appelle encore qu'il y ait beaucoup de Guadeloupéens qui puissent avoir cette posture-là pour que nous puissions débattre un certain nombre de dossiers qui sont des dossiers prégnants sur notre territoire afin que nous puissions porter notre contribution. Respecter ou pas respecter, ça c'est un autre débat. Ça, mais nous portons notre contribution, nous faisons notre job, nous faisons ce qu'il y a à faire. Voilà, on a travaillé, voilà ce qu'on produit, voilà ce qu'on donne. Maintenant, à nos élus, à nos députés et sénateurs d'aller défendre. Et moi j'insiste là-dessus, à défendre ces propositions qu'on leur donne. Oui, Monsieur Baptiste, travailler sur la proposition de loi. Il faut partie de la proposition avec Jérôme Gage. Il faut partie. C'est un premier pas interrogé. D'accord. Et moi, ce que je voudrais rappeler, j'allais poser la question à Mme Lassan, justement. Alors, c'est qu'il y a vraiment urgence, puisque c'est vrai qu'on dit que d'ici 2030, que la population vieillissante sera beaucoup plus importante, que nous sommes dans une prévention, etc. Mais il y a ceux qui sont déjà là actuellement. Nous avons notre population vieillissante actuelle et nous voyons au domicile beaucoup de personnes en difficulté. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui se font et qui commencent à se mettre en place. Par exemple, nous avons participé à une expérimentation qui est l'Éclat, qui est un dispositif d'accompagnement local sur les aides techniques par la CNSA, qui nous a permis d'avoir une équipe qui va à domicile pour préconiser des aides techniques adaptées aux personnes en situation de handicap, pour que nous n'ayons pas trop de matériel préconisé sans que ce soit utilisé, que ce soit adapté dans de bonnes conditions pour la personne, avec des ergothérapeutes. Donc il y a des choses qui avancent, mais il manque des choses, ne serait-ce que sur l'accessibilité, la voirie. Ça, c'est des choses que nous pouvons faire et ça ne concerne pas que les personnes vieillissantes. Ça concerne les femmes enceintes avec une poussette, ça concerne une personne qui a eu un accident, quelqu'un qui a eu un handicap. Donc, nous sommes tous confrontés à ça. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent être faites assez rapidement. Nous pouvons travailler ensemble avec des personnes qui ont des expertises. Par exemple, nous avons des ergothérapeutes, des techniciens du bâti qui peuvent intervenir sur l'accessibilité, faire des préconisations. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration pour pouvoir accompagner le plus rapidement possible ce vieillissement de la population. On le voit dans les rues, c'est pas seulement à domicile. C'est ça. Oui, il va falloir coopérer et de façon systémique. Je pense qu'on est un peu tous dans le social, mais c'est de façon globale. Quand on parle du vieillissement de la Guadeloupe, si on veut un chiffre, c'est 150 000 personnes sur notre territoire en 2040 qui auront plus de 370 000, donc voilà, un tiers, près plus de d'un tiers. 50%. Voilà, ouais. Donc oui, il y a alerte, il faut coopérer. La filière est à organiser, les institutions. On sera obligé de coopérer et les acteurs sur le terrain, les acteurs professionnels qui ont affaire au quotidien avec les personnes seniors, faire remonter les informations, les difficultés que nous avons sur notre département. Bien sûr, la réforme sera importante, mais il va falloir être vigilant. On va nous proposer de l'EHPAD hors les murs, c'est-à-dire à domicile, vivre bien chez soi en bonne santé sur notre archipel. Il va vraiment falloir l'organiser.
Oui. Alors, non, mais parce que ce que vous dites, c'est important. Alors, tout à l'heure, je parlais avec les gens de l'APA, du conseil départemental, et on s'aperçoit d'une chose qui est très concrète, c'est qu'il y a beaucoup d'associations aujourd'hui qui se montent pour s'occuper des personnes âgées. Mais ces gens-là n'ont pas la formation nécessaire. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à la réforme? Est-ce que c'est prévu qu'il y ait vraiment... J'ai pas envie de dire un centre de formation aux personnes âgées, mais en fait, la question se pose de façon cruciale, parce que dans les maisons, les gens ne sont pas satisfaits du tout. Économiquement, il y a un terreau, c'est une opportunité pour nous, pour notre département, pour trouver de l'emploi, créer des associations ou des sociétés même à but lucratif. Mais la formation, ça sera le pilier de tout ça, de cette filière économique, la silver économique, qui va progresser, s'améliorer. Si on va vers de la labellisation aussi d'associations ou de structures, on ne pourra aller que dans ce sens-là. Et quand on parlait de formation des aidants, aussi les aidants familiaux non professionnels, donc, devront être accompagnés pour être formés. C'est le premier axe. C'est le premier axe. Tout à fait. Des résultats des travaux du Conseil national. Reconnaître et simplifier la vie de ceux qui entourent les personnes âgées, aidants professionnels et proches. Oui. C'est le premier axe. Oui. Donc on devrait trouver les moyens de qualifier ce personnel pour mieux accompagner nos personnes âgées. Oui. Alors, parce que l'autre question qui se pose au regard de ce que vous dites, c'est qu'il faut effectivement, entre guillemets, presque une mobilisation du côté des élus, mais aussi des personnes. Mais quand les personnes ont 70 ans, ils ne peuvent plus se mobiliser. Mais alors, c'est les proches aussi. C'est les proches. C'est ceux qui... Est-ce que vous sentez cette prise de conscience? C'est-à-dire que, je ne vais pas donner d'exemple concret précis, mais dans une famille, il y a par exemple une personne âgée, mais on se rend compte que les parents proches délaissent pratiquement aux mains des gens qui soignent. Et ça, donc ça veut dire que au type individuel, il n'y a pas cette mobilisation, cette prise de conscience. Il faut de la pédagogie. C'est comme on... Non, mais on ne peut pas forcément toujours qualifier l'attitude des proches par rapport à la situation qu'ils vivent. Vous savez, une personne proche qui va prendre en charge un parent atteint de la maladie d'Alzheimer, il peut se retrouver dans le déni de la maladie du parent, il peut se retrouver dépassé par la situation. Et vous avez beaucoup de professionnels à gérer au domicile. Ils ne sont pas toujours qualifiés pour. Et en fin de compte, très souvent, même sans loi qui arriverait, on a besoin de mettre en place des bonnes pratiques pour permettre une meilleure coordination des activités au domicile. La semaine dernière, la CCI a tenu un séminaire sur les services d'aide à domicile et l'arrivée d'un nouveau décret qui va rassembler services d'aide à domicile, services de soins. Nous avons des choses à construire, mais ce n'est qu'ensemble, déjà sur notre territoire que nous avons, que nous pouvons construire pour le mieux-être de notre territoire. Nous ne sommes pas à Paris intramuros, ni dans le sud de la France. Déjà, localement, nous avons à construire de bonnes pratiques. Madame Guiogou, justement, je pose la question en tant que responsable de ces CAS. Très important, puisque c'est une des villes les plus importantes de la Guadeloupe. Comment vous sentez la progression des moyens, je parle? Alors, la progression des moyens, il faut savoir qu'aujourd'hui, nous sommes en grande difficulté. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous sommes en difficulté, puisque plus que jamais, avec les textes et les nouvelles lois, nous devons mettre en place un certain nombre de dispositifs. Maintenant, l'ARS, qui gère l'EHPAD et le conseil départemental, nous donne les financements. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je prends le cas de l'EHPAD Jérémy Jalton, puisque c'est le seul EHPAD public que nous avons. Il était en grève d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Non, il n'est pas en grève, il a repris. Ils ont repris, ça y est. Ils ont repris, ça fait déjà un moment. Donc, quand je regarde le seul EHPAD, la Guadeloupe par exemple, un territoire aussi important, 32 CCAS, un seul CCAS qui gère un établissement de soins, un établissement médico-social, aussi bien un service de soins infirmiers à domicile qu'un EHPAD, alors que d'autres pourraient le faire. Et aujourd'hui, nous sommes, quand je dis en difficulté, par rapport à la loi et par rapport à tout ce que nous devrions mettre en place pour les personnes âgées, c'est vrai que nous sommes
chaque fois en train il faut vraiment poser les choses pour qu'on puisse comprendre qu'il faut faire. Maintenant, nous avons un souci aussi, ça, et quand on parle de formation, je crois que c'est très important, nous avons un personnel qui est aussi un personnel usé par rapport à la charge de travail et par rapport à la dépendance de nos personnes âgées. Et ça va s'accentuer. Oui, ça va s'accentuer, et nous devons nous battre justement, nous élus, pour faire comprendre qu'il faut renforcer ce personnel. Parce que quand vous avez quelqu'un qui a déjà 50 ans, par exemple, voire 55 ans, et qui travaille depuis plus de 20 ans avec des personnes âgées, la personne âgée qui a 50 ans, elle est en phase descendante, devient beaucoup plus lourde. Donc la charge de travail est beaucoup plus importante, sauf que l'autorité tarifaire vous dit, voilà ce qu'on vous donne, ce qui est constant depuis, je vais dire, le début jusqu'à ces 20 ans, sauf qu'il n'y a que l'augmentation du coût de la vie, sauf qu'il faut payer ce personnel-là, vous vous trouvez avec des congés de maladie, vous vous trouvez avec des personnes qui sont épuisées, il faut répondre à la demande, il faut répondre à accompagner ces personnes-là. Donc, quelque part, c'est quelque chose qui vous revient assez cher. Aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle, dans cette loi, cette réforme, nous disons qu'il faut revoir le ratio au chevet du malade. Enfin, du malade, au chevet du résident. Il faut revoir les ratios au niveau du chevet, au chevet des résidents. Maintenant, comment c'est un ratio infirmier, le ratio aide-soignant, le ratio animateur, il y a tous ces ratios-là qu'il faut revoir par rapport à la dépendance qui devient de plus en plus lourde. Et c'est pourquoi je dis que cette réforme, elle est porteur d'emploi. Si véritablement nous la travaillons et si nous nous battons pour qu'elle puisse se faire telle que nous, les organismes et les associations qui travaillent dans ce domaine, elle est porteur d'emploi. Parce qu'il faudra, premièrement, augmenter le nombre d'infirmiers, augmenter le nombre de soignants, augmenter le nombre d'ergothérapeutes. Il y a beaucoup de postes que nous devrions augmenter par rapport déjà à la dépendance. Mais ça, il faut qu'on nous entende, il faut qu'on l'entende. Oui. Et j'insiste, je reviens sur mes deux députés, là, ils ont mis le pied, là, c'est vraiment, faut les appeler, parce que ce chantier du bien vieillir, ils sont les mieux placés pour nous aider à initier ce chantier du bien vieillir en Guadeloupe. Je voulais juste rebondir sur la loi en fait, qui est importante. Oui. C'est l'attractivité de tous ces métiers que vous avez cités. Les salaires qui vont... Le plan Ségur n'était pas suffisant, mais il faudrait aller un petit peu plus loin par rapport à ça. Qu'il y a eu le plan Ségur, quand même. Mais sur notre département, et pour revenir à notre territoire, notre archipel, oui, il va falloir des auxiliaires de vie, oui, il va falloir des aides-soignantes. Je rappelle que l'aide-soignante peut exercer en libéral. Ça peut être aussi, pourquoi pas, créer une autre société, un autre travail, d'autres métiers propre à notre département. On va avoir besoin de techniciens pour tout ce qui sera robotique, domotique à la maison, puisque ça va arriver, parce que là on est dans le prisme et dans la vue d'un vieillissement de la population maintenant, mais dans 15 ans, tout le monde aura de la domotique chez soi. C'est ça qu'il faut projeter, donc créer de l'emploi par rapport à ça, et de la technique aussi, pas que du caractère social. On prend un exemple, un cas qui est très simple, c'est ce qu'on appelle la CAF et c'est... les gens qui dépendent de la CAF. Bon, depuis à peu près 4-5 ans, la CAF se numérise. Mais les personnes âgées sont complètement au sol par rapport à ça. Rupture de droit, on le rencontre de plus en plus, isolement. Qu'est-ce qui est prévu à ce niveau-là, par exemple, Mme Saint-Sauveur? Pourquoi ma voisine a été obligée ce matin de se déplacer pour renouveler sa complémentaire santé. Peut-être par ignorance de la personne aidante, parce qu'elle était accompagnée de quelqu'un. Oui. Peut-être parce que dans la famille, il n'y en a pas qui soient connectés, qui étaient en mesure de procéder au renouvellement en ligne. Bon, c'est vrai que les francs services ont été mis en place pour pallier à cela, mais on a des personnes qui ont du mal aussi à se déplacer. Donc maintenant, il y a des bus francs services qui se déplacent dans les quartiers, et ces bus francs services sont là aussi pour pallier à cela. Je pense qu'il faudrait peut-être davantage communiquer pour que les gens sachent à quel moment ces bus sont disponibles, qu'ils viennent avec leurs documents pour qu'au plus près des quartiers, on puisse mettre en accès ces personnes avec leurs droits. Et c'est vrai que nous, à la Mutualité française, nous avons quand même prévu de faire ces séries d'interventions avec d'autres partenaires sur l'accès aux droits pour les personnes âgées, avec les partenaires des francs services, avec notre bus santé, pour aller au plus près de la population. Oui, c'est ça. Mais si la personne n'est pas informée, il y a... pourquoi elle s'est rendue...
Non, mais je rends grâce à Mme Saint-Sauveur d'organiser ces débats, c'est le troisième. Je disais, mais il y a une dimension qu'on a aujourd'hui, dont on ne parle pas généralement, vous en avez parlé, c'est la dimension psychologique, c'est-à-dire qu'il faut aussi de l'accompagnement psychologique pour les personnes âgées, parce que vous avez des personnes âgées dépendantes, bien évidemment, mais qui ont d'autres pathologies. Et c'est ça, mais pas que la personne âgée, l'accompagnateur, l'aidant aussi doit avoir un accompagnement psychologique déjà pour comprendre aussi la situation de la personne, parce que souvent ce qui arrive, c'est qu'on s'énerve après la personne, des fois l'aidant même est en burn-out et en souffrance psychologique parce qu'il ne comprend pas aussi. Ça arrive jusqu'à la maltraitance. C'est ça, et on en arrive à la maltraitance, et en fait il faut proposer cet accompagnement pour que l'aidant puisse comprendre aussi l'aspect psychologique de la personne vieillissante, pourquoi elle se comporte comme ça, et qu'elle puisse aussi adapter son accompagnement. C'est le 4e axe. C'est ça. Le 4e axe. Voilà, c'est ça. Lutter contre les maltraitances et moraliser le secteur du grand âge. Oui, bien sûr. Ça veut dire que tout le monde sera formé. Non, mais dans le cadre du CNR Bien Vieillir, il y a un volet maltraitance, parce qu'ils vont tenir les états de la maltraitance aussi. Et peut-être que là, on va pouvoir apporter un certain nombre de pistes de réflexion. Je sais qu'un Joël Martineau pour l'Union nationale des CCAS fait partie de ce groupe de travail. Donc, nous porterons notre contribution au niveau de l'Union nationale. Mais j'appelle aussi aux autres associations qu'on puisse faire ce travail ensemble. Mais c'est pourquoi je dis que je remercie Mme Saint-Sauveur. Il faudrait peut-être que tu te donnes un peu plus, pourquoi pas. Mais vraiment rassembler les personnes qui tournent autour de ce sujet, parce que c'est un sujet primordial, c'est un sujet important. On le dit, c'est vrai. Tout le monde dit bientôt la Guadeloupe dans 2030 sera beaucoup plus vieillante. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors là, il y a... C'est bien la question. Mais il y a une initiative qui est très bonne, je trouve. Oui. Il faudrait qu'on puisse poursuivre. Il faut qu'on poursuive. Et il faut que nos députés puissent nous interroger aussi. Il faut vraiment qu'il y ait cette co-construction entre politique et association et intervenants pour pouvoir porter la voix de la Guadeloupe dans le bien vieillir pour les années à venir. Oui, c'est la question qui se pose. Est-ce que vous avez donné les noms de M. Califère et M. Baptiste? Oui. Qu'est-ce que... Enfin, vous, personnellement, vous êtes en contact? Je leur ai adressé mon manifeste. Oui, bien sûr. Et j'étais heureuse Ils l'ont lu, comment ils l'ont lu? Je ne sais pas. Voilà. J'étais heureuse de découvrir qu'ils avaient travaillé avec Guedj sur la proposition de loi. Oui. Donc, ils sont prêts. Oui. Ils font partie des membres de la proposition. Ils font partie. Ils sont dans la commission, mais vous savez très bien quand une loi est votée en France pour y vivre ici. Invitez-les. Non, il ne faut pas dire ça. Moi, il ne faut pas dire ça. Mais je le dis, je l'assume. Non, moi, je ne suis pas d'accord quand on dit cela. Pourquoi? Je dis qu'il y a des élus qui travaillent et qui portent leur contribution, qui portent la voix de la Guadeloupe. Peut-être qu'elle n'est pas suffisamment entendue. Peut-être qu'elle n'est pas suffisamment entendue. Mais je ne peux pas dire que nos élus ne portent quand même pas la voix. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a des lois qui sont votées, des lois qui sont votées en France et qui prennent des années à être appliquées concrètement ici. C'est ça la question centrale. Il y a les décrets. Regardez la loi sur l'égalité réelle. Depuis le temps qu'elle a été votée, les décrets ne sont toujours pas derrière. C'est ça le problème. Mais maintenant, il faut que nos élus puissent vraiment monter au créneau. Et peut-être pas forcément monter au créneau. C'est pas suffisant. Mais vous savez, il faut être en construction. Nous sommes en construction, il faut être en construction aussi, peut-être quelquefois. Et peut-être ne pas être en fervent défenseur, en guerrier. Peut-être avoir notre posture de constructeur et de défendre les choses. Et ça aussi, c'est peut-être important. Et oui, puis, au niveau de... Oui, Madame la... Je voulais aussi dire, adapter aussi les choses à notre spécificité, puisqu'il y a des choses qui se font au niveau de l'Hexagone, mais qui ne sont peut-être pas adaptées à chez nous. Donc, c'est vraiment faire remonter, en tout cas, toutes les informations pour que tout soit adapté à notre population et à notre territoire. Oui, globalement, au niveau de la mutualité, d'une manière générale, je sais qu'il y a beaucoup de petites choses qui sont faites sur l'aide à ces personnes, sur le sport, etc. Est-ce que vous avez toujours les moyens? Oui, mais nous sommes aussi portés par nos ressources nationales. Oui. Et nous avons en métropole la ressource mutuelle assistance qui est là, qui permet à l'ensemble des partenaires qui interviennent au domicile de pouvoir avoir une plateforme d'écoute. Oui. Donc les personnes appellent, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour avoir ce temps d'écoute et d'échange, ce temps d'accompagnement
pour permettre aux usagers d'avoir une réponse quant à l'aide à domicile, quant à l'accompagnement, quant à la téléassistance, quant à la domotique qu'on met en place. Donc, on a des éléments, des outils qui existent. Et c'est vrai qu'il faut qu'on continue à présenter ces éléments que nous avons, ces ressources que nous avons. Mais en tout cas, l'ensemble des partenaires, services à domicile et prestataires peuvent se référencer à cette ressource mutuelle assistante pour répondre aux attentes des personnes âgées, tant en termes d'accompagnement que d'écoute. Bon, c'est évident qu'on n'aura pas tout dit aujourd'hui, Madame Saint-Sauveur. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être un 4e épisode, j'imagine, qu'elle est déjà dans sa tête. On va conclure rapidement en faisant un tour de table en disant qu'est-ce que vous espérez concrètement? Qu'aucune de nos personnes âgées ne reste sur le bord de la route. Oui. C'est ça mon vœu. Ludmilla. Et c'est pour ça que ce chantier du bien vieillir doit s'ouvrir. D'accord. Au niveau de la silver économique, qu'est-ce que vous espérez? Alors, déjà, pour arriver à ça, Madame Saint-Sauveur, il faut un vrai pacte solidaire entre Guadeloupéens. Oui. Donc, institutions, la silver economy, donc l'aspect industriel, on va dire, les institutions et puis toutes les associations qui œuvrent sur le territoire. Un pacte solidaire. Madame Lachan, vous faites remonter les informations que vous entendez là et que vous voyez là, tout au niveau à de la fait. réforme. Et puis je me rends compte que plusieurs associations, nous essayons de faire à peu près les mêmes choses, par exemple mettre en place des activités physiques adaptées, de former les aidants, d'essayer d'adapter le domicile. Mais l'idée, ce serait vraiment de travailler ensemble, qu'on puisse vraiment élargir les choses et de faire avancer en tout cas l'aménagement en tout cas sur notre territoire et puis promouvoir en tout cas le bien vieillir de notre population. Donc, Madame Guégou, par exemple, une commune comme Vieux-Fort aura peut-être un jour un sécasse? Alors, une commune comme Vieux-Fort, normalement, doit avoir un sécasse, puisque toutes les communes doivent avoir un sécasse. Mais il faut savoir qu'il y a la loi qui dit qu'au-dessus de 1000 habitants, il n'y a pas une obligation. Oui. Maintenant, vous me parlez de Vieux-Fort et c'est très bien, puisque j'ai eu encore le maire de Vieux-Fort aujourd'hui pour justement l'accompagner. J'ai dû capter votre tête. L'accompagner. Non, je l'ai eu aujourd'hui encore, puisqu'on doit se voir justement pour l'accompagner sur la mise en place de son centre communal d'action sociale. Oui. Il y a la volonté, oui. Et c'est pourquoi je dis, on travaille, on compte notre contribution. Les actions continuent à œuvrer sur l'ensemble du territoire, Marie Galante et Désirade compris, oui. Acteur incontournable. Oui, incontournable. Bien, on vous remercie, on attend la suite. On va revenir à l'actualité. Justement, une jeune Guadeloupéenne, Nadès, a sorti un livre. C'est décidé, je rentre en Guadeloupe. Au moment où le pays vieillit, au moment où beaucoup de jeunes partent, elle a fait le chemin inverse. Elle est repartie, elle est revenue dans son pays. Reportage Charlie Dagonia. Et on démarre tout de suite après avec notre coach qui nous attend. Un titre qui se veut provocateur pour montrer ma détermination justement pour rentrer au pays depuis maintenant 5 ans, 7 ans même, puisque voilà, le livre raconte mes 5 années de retour au pays, mais ça fait 2 ans maintenant qu'il est sorti. Un parcours atypique, j'ai envie de dire, et un parcours qui n'a pas toujours été simple, parsemé d'embûches, avec énormément d'obstacles, mais des obstacles qui ont été franchis, un peu comme un athlète qui est en train de sauter d'obstacle en obstacle, mais justement pour atteindre la destination qu'il a envie d'atteindre. Donc un parcours pas simple, mais qui quand même a été malgré tout un succès, avec aussi des conseils que je donne aux personnes qui ont envie de rentrer au pays, puisqu'on sait que la Guadeloupe a besoin de cette jeunesse. Toutes les personnes qui sont dans un processus de rentrer au pays, j'ai envie de leur dire de le faire, de ne pas hésiter une seconde à le faire. Nous sommes des jeunes, nous avons besoin, la Guadeloupe a besoin en tout cas de ces forces vives. On a tout intérêt à construire notre île en étant là-bas, mais par contre celles et ceux qui ne veulent pas, on ne les incitera jamais à venir, c'est pas du tout ça l'objectif. Mais si en tout cas ils en ont envie, se posent des questions et qu'ils voient justement ce reportage, dites-vous que c'est le moment, que c'était le signe qu'il fallait. Voilà, je vous l'ai dit, on revient à la 3e et dernière séquence du ZCL avec Iman Soudan et c'est l'heure de son générique. C'est parti, une pour moi. Bonjour Iman. Bonjour Danick. Pourquoi ce jaune flamboyant? Pour être rayonnante, lumineuse, apporter du soleil dans la vie des gens. Voilà. D'accord, ok. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes, bonjour aux auditeurs aussi de RHT. Aujourd'hui on va parler de perfection et de cette
obligation qu'on se donne à être toujours parfait. Alors, j'ai voulu parler de ça suite à des conversations que j'ai eues un peu avec des personnes et même des clients qui étaient dans cette quête vraiment de toujours bien faire, d'être parfait. Alors, c'est quoi en fait la quête de la perfection? Ça peut être très positif en soi parce que justement, on cherche à s'améliorer, à apporter des nouvelles compétences. C'est aussi basé beaucoup sur les normes sociales de il faut bien faire bien, surtout au niveau du travail. Mais cette quête de perfection peut être source de souffrance aussi. En fait, et de stress, de charge mentale. Tout à fait. On parle beaucoup de ça maintenant. La charge mentale, de la vision de ce qu'on doit être, de comment on doit être. Et pourtant, on peut... Alors, c'est une bonne chose en soi de chercher à s'améliorer, mais pas à tout prix et pas dans n'importe quelle condition, en fait. C'est ça l'idée. Donc, le perfectionnisme, ça implique une exigence qu'on se donne à soi-même de bien faire les choses et une recherche d'amélioration continue. Comme je disais, ça peut être source de conséquences négatives sur la santé mentale, tout simplement, en fait, et sur la santé physique, puisque le stress impacte aussi sur le corps. Et donc, la différence entre la rigueur et le perfectionnisme, c'est quoi? On peut se poser la question. La rigueur, c'est, par exemple, aimer son travail, aimer les choses bien faites, se donner au maximum dans ce qu'on fait. Le perfectionnisme, c'est être vraiment dans la perfection, peaufiner les petits détails, se rendre malade s'il n'y a jamais une erreur dans son dossier qu'on rend bloqué. On devient pas un petit peu maniaque à la longue. C'est un petit peu maniaque aussi, oui. Parce que du coup, on s'oblige à être tellement comme il faut, à tout contrôler, à maîtriser, que finalement, on peut faire le choix aussi de ne pas faire et d'être dans la procrastination. C'est ça aussi, c'est parce que j'ai vraiment tellement envie que ça soit parfait que c'est comme c'est jamais parfait, parce que rien n'est parfait. Du coup, je ne veux pas le faire du tout. C'est encore plus simple. Je ne risque pas de me tromper, en fait. Et justement, là, les conséquences du perfectionnisme, c'est quoi? C'est un jugement envers soi-même, envers les autres. Parce que du coup, quand je veux être tellement parfait, j'exige que les autres aussi soient dans cette même ligne directrice et j'accepte pas l'erreur d'autres personnes. Je peux avoir... pas envie justement que mon dossier soit raté, etc. Du coup, je vais me mettre dans une situation d'échec parce que j'ai peur de l'échec. La procrastination, donc ça, je l'ai dit, et une tendance à critiquer. Alors bon, c'est pas spécifique aux Antilles, hein, la critique à tout va. Mais la critique fait avancer. Hein. Mais la critique fait avancer, mais c'est une tendance peut-être... Faut pas qu'elle soit excessive. Excessive, voilà. D'être dans l'excès, tout excès nuit, en fait. Et on est aussi dans cette obsession de tout contrôler. Donc, je contrôle ce que je fais, mais je contrôle aussi les autres. Hein. Du coup, je suis tellement dans cette quête de perfection que l'autre, il faut pas qu'elle dépasse d'1 millimètre. Le cheveu, la robe, le talon, le truc, c'est vraiment, ça peut être très stressant à la fois pour soi et pour l'entourage, parce que clairement, c'est pas une attitude saine pour soi ni pour l'autre. Donc, les causes de cette quête de perfection, elle peut être multiple et c'est souvent une stratégie pour être aimé, pour se sentir aimé. Finalement ? Oui. On veut être parfait pour l'autre alors. Alors, on veut être parfait. Alors, c'est lié aussi à des injonctions parentales qu'on a dès tout petit, parce que on veut faire bien pour sa maman, son papa. Sinon, on a peur que finalement, si on fait pas bien, il va pas nous aimer, il va nous abandonner, nous rejeter. Et on est un être social. Donc, mine de rien, ça part un peu de là, de cette sensation de peur, de rejet, d'abandon. Et cette peur est tellement irrationnelle qu'elle peut entraîner des comportements d'évitement, comme on a dit, la procrastination, ou des difficultés à se mettre dans une relation saine. Bon, ça peut se manifester dans les couples aussi, parce que justement, l'autre n'est pas à la hauteur de ce que je veux, de la perfection de couple que je veux. Donc voilà, je m'engage pas. Ouais. Ou alors, je suis dans le contrôle exactement de tout ce que l'autre fait. Et c'est pas faire confiance, c'est il répond pas aux attentes, c'est se sentir menacé parce que peut-être que je peux la perdre, mais en même temps, j'ai envie de contrôler. En fait, c'est une ambiance qui peut être toxique pour
pour le couple ou pour les relations qu'on peut avoir. Et donc, on peut se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour lâcher cette perfection et se donner un petit peu de lest, un peu. C'est déjà identifier ce trait de caractère et analyser qu'est-ce qu'il y a derrière ce besoin de perfection, parce que, en fait, comme je disais, c'est une stratégie qu'on met en place, pas saine, mais une stratégie en soi. Donc, ça veut dire qu'on peut peut-être modifier ces stratégies-là. Et quand on est en accompagnement avec quelqu'un, c'est aussi mettre en lumière ce schéma qui se met, qu'on ne voit pas forcément dans sa vie, parce qu'on est comme ça. On s'estime que c'est normal, mais en fait, c'est peut-être pas tout à fait normal. Et en tout cas, ça impacte sur son quotidien. Et donc se permettre de lâcher prise et de se concentrer sur ses attentes personnelles, c'est quoi les objectifs qu'on va avoir, peut-être pas forcément de les diminuer, mais de les mettre de façon smart, c'est ce qu'on dit en coaching, mais qui soient réalisables, en tout cas, qui permettent de travailler sans culpabilité, de pas forcément juger ce qu'on fait, et pouvoir adapter en fait ses actions et se dire que personne n'est parfait, que ça fait aussi partie de la vie, de l'échec. C'est pas forcément un échec, c'est un apprentissage, ça me permet de rebondir. Comme je l'ai dit la dernière fois, on parlait de résilience, c'est ça en fait, c'est d'apprendre de ces obstacles, de ces imprévus, de s'accorder le champ des possibles et d'accepter d'être vulnérable, d'être humaine en fait. On est tout simplement humain et savoir être dans le présent, c'est super important. Alors, un exercice sur lequel vous pouvez travailler de façon un peu plus approfondie, c'est de déterminer un peu dans quel domaine déjà, est-ce qu'on est perfectionniste? Voilà. Dans quel domaine de vie on est un peu exigeant? Voilà. Déjà, c'est juste de l'observation. Voilà. Qu'est-ce que j'attends de cette situation ou de moi dans cette situation? Il faut y répondre. Il n'y a aucune obligation, ce sont juste des pistes. Voilà. Qu'est-ce que j'attends de moi-même ou qu'est-ce que j'attends des autres et d'où ça vient en fait? Qu'est-ce qui se cache derrière? De prendre le temps d'analyser en fait qu'est-ce que je voudrais changer, comment je voudrais le changer, comment je pourrais être plus dans la compassion, la bienveillance, quelque chose qui me fasse plaisir et du coup qui soit acceptable pour ajuster cette part de moi qui est un peu perfectionniste. Mais en fait de l'accepter parce qu'elle fait partie de soi en vrai. Donc, voilà. Et je dis que nobody is perfect. Nobody. Merci. Et il vaut mieux fait que parfait. Parce que voilà. Très rapidement, les deux sujets qui nous restent, la visite du président du Souvenir français et hommage à Mortenol, puisqu'on croit que Mortenol seulement les bâtiments qui se trouvent à Pointe-à-Pitre. On va voir tout de suite ce reportage de Loane Duhamel. C'est parti. Aujourd'hui, dans le cadre de la visite du contrôleur général du Souvenir français, on souhaite rendre hommage à un illustre parmi des illustres en Guadeloupe qui est le commandant Mortenol. Je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'on a partagé l'histoire de France à plusieurs reprises. Là, c'est une histoire, je dirais, partagée positive, donc c'est extrêmement important de montrer à nos jeunes que des Guadeloupéens, dans l'histoire, se sont illustrés justement lors de combats pour des valeurs que l'on partage encore aujourd'hui. Et on voit bien que les conflits internationaux ne nous protègent pas encore, quoi qu'on dise et quoi qu'on ait pu penser. Cette association a pour but de valoriser, de sauvegarder la mémoire combattante de la France. C'est-à-dire la sauvegarder, c'est également ouvrir et permettre aux jeunes d'aujourd'hui de comprendre, de participer à la vie commémorative, mais plus simplement à la vie pédagogique. Et aujourd'hui, c'est en Guadeloupe. J'ai d'abord passé 3 jours en Guyane pour faire un certain nombre de gestes. Et je fais 3 jours en Guadeloupe. D'abord, je commence toujours par une cérémonie où je souhaite rappeler, donner du sens. Le sens ici, c'est Mortenol. J'ai tenu à rappeler que les Guadeloupéens ont joué un rôle important dans la défense de la liberté de la France pendant les 2 guerres mondiales et en particulier Mortenol pendant la Première Guerre mondiale. Et donc c'était important aujourd'hui de rendre cet hommage. Et par ailleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Covid étant passé par là, c'est vrai qu'il y a eu un repli sur soi de chacun et on doit redécouvrir en fait l'autre et retendre la main à l'autre et ressortir, si je puis dire, pour reprendre cette vie commune et ces partages de valeurs qui sont essentiels pour la vie en communauté. Ensuite, j'irai au SMA,
car je crois fondamentalement qu'il est important d'aider au maximum les jeunes qui veulent s'en sortir. J'irai également dans le lycée de Pointe-à-Pitre, où nous remettrons un drapeau à la classe de défense, les jeunes volontaires pour approfondir, comprendre l'histoire, comprendre la défense. Enfin, on ira aux Saintes pour rendre hommage à un combattant qui était un dissident. C'est un peu une clôture parce que dire que on ne peut pas être français aujourd'hui sans avoir une histoire commune, mais en même temps une histoire particulière. Voilà, et ce week-end, c'était aussi commémoration célébration du 100e anniversaire de, tout le monde le connaît maintenant, de ce grand homme qui s'est battu pour les engagés indiens qui étaient ici. Je veux parler de Sidambarom. Et donc, son fils qu'on a reçu vendredi nous expliquait qu'il était une grande manifestation autour du centenaire, du premier centenaire de Sidambarom. On regarde le reportage tout de suite de Vianney Valverde. C'était au MAC ce week-end. Aujourd'hui, c'est son centenaire. Ce n'est pas le centenaire d'Henri Sidambarom, c'est le centenaire de l'obtention des droits. Il a obtenu les droits. Ça a été signé le 21 avril 1923. Donc aujourd'hui, nous sommes le 21 avril 2023. Donc ça fait 100 ans que les descendants indo-guadeloupéens sont des Français. Nous étions avant des sujets britanniques. On ne peut pas dire que c'était le père de la nation, ça serait vraiment trop gros. Mais c'est quand même quelqu'un qui est important pour cette composante guadeloupéenne. Nous sommes évidemment au mémorial de l'esclavage, puisque les Indiens, c'est qui? Ce sont des gens qui sont arrivés après à l'abolition de l'esclavage et qui ont été remplacés, les anciens esclaves qui étaient donc libérés. Donc il a fallu continuer le travail et on est allé chercher ces Indiens en Inde. Donc ils sont venus pour travailler à la place donc, de ceux qui ne souhaitaient plus le faire. Donc ils ont connu les mêmes difficultés, les mêmes sévices. Et donc, ils ont donné de leur sueur et de leur sang aussi sur ces plantations. Et aujourd'hui, on est bien content quand même bon, je ne dis pas de leur sacrifice, parce qu'ils sont venus avec l'espoir quand même aussi de repartir chez eux. Mais ils n'ont pas pu le faire, donc ils sont restés. Et nous sommes nés et nous sommes aujourd'hui donc avec cette population. Et moi, je suis très fière d'être guadeloupéenne. Oui. Voilà, bien, c'est terminé pour aujourd'hui. Un rapide retour sur notre actualité. Début du ZCL, on a reçu le docteur Carole Lomonaco. Avec Florence Bartholdi, on a parlé surtout de l'APA, l'aide aux personnes âgées, personnes privées de mobilité, nous donner quelques renseignements. Alors je rappelle le numéro de téléphone, le 0590 99 79 97, si vous avez une personne âgée qui manque de soins et qu'il faut prendre en charge. Et puis après, on a eu ce débat sur la réforme du grand âge, organisé par Mme Marie Chantal Saint-Sauveur, Eliane Guiogou était là en tant que présidente de l'UDCAS, Francine Flérette, la directrice de la Mutualité française, Daniel Patchan, qui est adjointe au directeur de l'APF, Pôle Guadeloupe Autonomie, et puis Lumina Kamoug, coprésidente de l'APF. Et puis on a terminé avec Iman Soudan sur le quoi? La perfection. Perfectionnisme. On essaie de faire une perfectionniste. Voilà, avec la réalisation aujourd'hui Yann et l'assistante était aujourd'hui Talina. Voilà, on vous remercie et puis on remercie Iman qui est encore là en jaune rayonnant. Et puis on se retrouve demain à la même heure à partir de 12h30. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.